pour vous présenter donc différentes applications possibles. Nous avons fait appel à deux sociétés, donc la société Siemens Digital Factory, qui vous présentera un cas d'usage, et également la société ePlan, qui vous démontrera comment on peut à la fois partir du prototypage jusqu'à la fabrication, se faire accompagner par le jumeau numérique. Voilà. En fin de session, nous aurons peut-être l'intervention de Stéphane Crépet, qui est le président du groupe du comité digital du CIMOP, et qui pourra, s'il a une petite contrainte d'agenda, si on a de la chance, il pourra se joindre à nous en fin de session pour vous parler des projets de démonstrateurs qui sont portés au sein du comité digital du CIMOP. Donc, j'en ai fini pour cette introduction et je vais donc passer la parole à Caroline Legendre et Christophe Ifnecker de la société ePlan qui vont commencer cette présentation. Donc, je vais couper mon micro, ma caméra, et je vais vous inviter à lancer votre présentation. Votre micro est désactivé, pardon, Christophe. Ah, voilà. C'est mieux comme ça? Beaucoup mieux. D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci de participer à cette session de jumeau numérique. Merci au CIMOP aussi de l'avoir préparé. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est rapidement, il y aura deux parties. Une partie générique où vous verrez notre perception du jumeau numérique avec ePlan, et aussi deux vidéos qui vous illustreront en fait le cas d'usage du jumeau numérique. Donc, en préambule, naturellement, il y a des informations qui peuvent être considérées comme confidentielles, donc elles ne pourront pas être divulguées sans notre accord préalable. Donc, rapidement, pour vous préciser un peu ePlan, peut-être que pas tout le monde connaît la société ePlan, on appartient à un groupe, Friedhelm Loh Group, c'est un groupe familial, donc Friedhelm c'est le prénom, Loh c'est le nom, donc c'est le fondateur en fait du groupe, qui est une entité familiale et en fait qui a été, on vient de fêter les 60 ans en fait du groupe le mois dernier, et en fait Dr Loh il a commencé la création de son groupe par l'achat de la fabrication d'acier en fait. On produit avec la marque Stallo, que vous voyez ici, 100 000 tonnes d'acier par an. Donc, c'est une des activités importantes du groupe où on produit de l'acier. On a LKH qui produit des solutions plastiques, en fait, innovantes. Donc, c'était les deux je dirais, fondements du groupe Loh. Et après, en fait, il s'est dit, bon, bah, maintenant que je fais de l'acier, il faudrait peut-être que j'utilise cet acier pour quelque chose, pour fabriquer des produits. Donc, il a créé la société Rital, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui fournit des solutions, je dirais, d'armoires électriques, de climatisation, des machines spéciales de découpe, de sertissage, un certain nombre de machines industrielles liées, en fait, à tout ce qui tourne autour de l'ingénierie électrique. Une fois qu'il a fait ça, il s'est dit, ben, finalement, le logiciel, c'est quand même une composante importante dans ma stratégie en fait de digitalisation. Donc il a dit bon, ok, je fabrique des machines et autres, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas le coup finalement de simuler ces machines, de simuler les produits que je fabrique avec des logiciels? Donc il a créé la société ePlan qui a plus de 30 ans aujourd'hui, et sa société sœur qui est Sidéon, qui elle vise plus à tout ce qui est intégration avec le PLM, le RP et tout, je dirais, les environnements informatiques environnants. Une fois qu'il avait créé les deux sociétés logicielles, il s'est dit, bah, finalement, aujourd'hui, le cloud, c'est quand même quelque chose d'important pour le futur, ça va toucher tout le monde. Et donc, on vient de racheter il y a 2 ans, 2 autres sociétés qui sont focus sur le cloud, parce que je vais vous en parler. Notre stratégie chez ePlan, c'est petit à petit de fournir en fait ce jumeau numérique, cette copie virtuelle du produit physique sur le cloud.
Donc, on a 80 filiales. Nous sommes des industriels en réalité et on applique à nous-mêmes ce qu'on préconise à nos clients. Donc, si je fais le focus sur ePlan particulièrement, donc on est leader mondial dans les logiciels d'ingénierie électrique dans le monde. On est présent dans 50 pays, notre logiciel est disponible en 19 langues et vous voyez qu'on a un certain nombre de licences déployées aujourd'hui. Alors, si on regarde aujourd'hui l'industrie papetière, ce qu'on a vu, on a fait un constat, il y a beaucoup d'informations qui gravitent autour de, je dirais, la conception dans l'industrie papetière. Donc, les challenges ce sont le jumeau numérique. Alors, en réalité, c'est pas nouveau pour nos clients. Enfin, je pense que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui savent très bien ce que c'est que le jumeau numérique et je ne vais pas leur expliquer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nos clients. Il y a des années en arrière, en fait, le jumeau numérique était perçu comme un modèle 3D, c'est-à-dire la représentation graphique d'un produit, et on s'assurait que toutes les pièces de machines de fabrication de papier ou autres collaient bien les unes avec les autres. On serait capable de visualiser et d'assembler correctement un produit. Mais en réalité, ça a évolué parce qu'aujourd'hui, la valeur en fait du jumeau numérique, c'est plus lié, je dirais, aux fonctions. C'est-à-dire que on va simuler dans le jumeau numérique le comportement en fait de votre produit par rapport à une situation d'utilisation en opérationnel. Donc c'est vraiment ça le challenge aujourd'hui du jumeau numérique, c'est pas d'avoir une vue 3D, tout le monde sait le faire, c'est vraiment de simuler en fait le comportement de votre machine, le comportement de vos process, le comportement de vos process de manufacturing, de fabrication en virtuel avant même d'avoir, je dirais, créé le moindre prototype physique. Donc, pour faire ça, on peut, grâce aux jumeaux numériques, faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, et Caroline le montrera, c'est-à-dire par rapport à quelque chose que j'aurais mis en production, je vais être capable d'identifier les problèmes qui pourraient subvenir sur mon produit. Mais plus que ça, pensez bien que le jumeau numérique concerne ce qu'on appelle le feedback loop, c'est-à-dire que le comportement de votre produit en situation d'utilisation réelle va être renvoyé en arrière sur le jumeau numérique, donc digital, sur lequel vous allez pouvoir faire des adaptations et finalement faire évoluer, améliorer, innover sur votre produit tel qu'il aurait été utilisé en conditions réelles. Une autre, je dirais, enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'anticiper les contraintes de terrain, de fabrication, de production. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, c'est vraiment par rapport à quelque chose que j'ai conçu dans mon bureau d'études, je l'ai mis en production et après, je vais pouvoir anticiper et faire un retour sur expérience pour améliorer continuellement mon produit et mes process. Donc, ça va en découler quoi? Des gains de temps, de qualité et de productivité. Il faut savoir que la chose extraordinaire, en fait, avec le jumeau numérique, c'est que vous allez pouvoir tester un nombre pratiquement infini de configurations, de possibilités. Ce que vous faisiez avant en créant un prototype physique, demain, vous allez pouvoir simuler 100, 200 différentes options, possibilités de votre produit sans avoir même créé ou fabriqué un seul des composants de la machine. Donc un gain de temps phénoménal et naturellement de qualité, parce que ce que vous allez simuler, vous êtes sûr qu'une fois qu'il a été simulé, il va naturellement pouvoir être mis en exploitation sans aucune contrainte. Donc, qu'est-ce que c'est que pour nous le jumeau numérique? Donc, pourquoi ePlan se positionne comme un acteur clé? C'est-à-dire qu'on aime bien proposer à nos clients ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une usine à Eiger en Allemagne qui est une usine 4.0 avec 24 000 mètres carrés. On a 100 machines intégrées et qui collaborent. On a des véhicules autonomes qui transportent les pièces d'un îlot à l'autre.
Et on a donc mis en place cette usine, je dirais, 4.0 pour finalement, je dirais, prouver et valider toutes nos idées et toutes nos innovations en termes d'industrie 4.0 liées aux jumeaux numériques. On a eu aussi un award pour l'automation. On a un certain nombre de webinaires dont je vous invite à participer, qu'on fait régulièrement et dont vous pouvez vous connecter sur notre site web. Et aussi, on fait beaucoup de livres blancs, l'électrification du jumeau numérique. Je vous recommande de vous connecter sur notre site pour récupérer ces livres blancs qui vous montreront réellement quelle valeur ajoutée vous pouvez tirer du jumeau numérique. Donc, si je parle de la stratégie cloud, comme j'avais dit au début, en fait, pour nous, l'industrie papetière est au centre d'un écosystème. Je m'explique. Si je dois dire qu'au final, on va sortir un journal, il va y avoir plusieurs acteurs, en fait, qui vont participer au produit final, qui peut être un hebdomadaire ou peu importe. Donc, quels sont les acteurs pour nous dans l'écosystème? Il y a l'opérateur, le donneur d'ordre. Ça peut être par exemple un fabricant de magazines ou un fabricant automobile, pour parler plus précisément d'autres types d'industries. On va avoir aussi dans l'écosystème les fabricants de machines, les intégrateurs systèmes. On va avoir des tableautiers qui vont devoir définir les règles de contrôle des différents, je dirais, équipements de production, et naturellement les fabricants de composants. Donc, dans le process, en fait, souvent l'opérateur de l'industrie papetière, par exemple, il va donner, c'est le donneur d'ordre, donc il va donner des spécifications, il va faire sa planification, il veut créer une nouvelle usine de fabrication, et il va donner, en fait, aux fabricants de machines, aux intégrateurs système, ces spécifications à partir d'un projet e-plan. Lui-même, le fabricant de machines, il n'est pas forcément un tableautier, donc il va faire l'ingénierie fonctionnelle, l'ingénierie détaillée, et il va donner en fait au tableautier les différentes fonctionnalités qu'il attend en termes de commandes, je dirais, armoire électrique. Le tableautier lui-même va faire l'ingénierie. Donc là, on va voir encore, et Caroline le démontrera tout à l'heure, le 3D et le jumeau numérique. Il va faire l'approvisionnement auprès des fabricants de composants. Il va fabriquer naturellement l'armoire, et puis à la fin, il va rendre les spécifications à travers un projet e-plan au fabricant de machines qui lui-même va renvoyer à l'opérateur donneur d'ordre les différentes informations qui lui permettront en fait de faire le service, l'opération de son site de production. Et tout cela, naturellement, notre vision, c'est que tout ça doit être stocké, je dirais, et partagé par chacun des acteurs de l'écosystème sur une base de données partagée sur le cloud où chacun des acteurs, l'opérateur, le fabricant de machines, l'intégrateur système, le tableautier et le fabricant de composants pourront accéder et interagir et avoir donc la bonne information au bon moment. Donc ça, c'est notre vue sur l'étendue en fait du jumeau numérique, qui n'est pas simplement pour un type d'acteur, mais pour l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour de la fabrication du produit final. Donc, si on regarde le process classique que vous connaissez tous, normalement, on a un concept, ça se fait sur paperboard, on a des designs. Donc, dans la fabrication de machines, il y a souvent ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire le lien entre la mécanique, l'informatique et le software. Donc, c'est souvent des silos. La conception et les personnes ne communiquent pas entre elles. Une fois qu'elles ont fait leur conception, elles envoient les informations à la fabrication qui, la plupart du temps, ne retrouvent pas les bonnes informations, jusqu'au service maintenance qui, eux, galèrent toujours pour dire qu'est-ce qui a été installé, qu'est-ce qu'ils ont conçu. Il n'y a pas justement de feedback loop. Donc, notre credo, c'est de partir sur une smart engineering où finalement, chacun va pouvoir partager l'information à tous les niveaux, à tous les étages, tous les différents process du design à l'engineering, à la production jusqu'au service pour accélérer le temps, avoir des coûts réduits et naturellement apporter de la valeur. Donc, c'est tout ce qui est par rapport à l'intelligence de la donnée. Le jumeau numérique concentre en lui-même
toute l'information qui a été générée, créée par différents départements. Donc, ce n'est pas une information qui va passer, comme vous voyez en bas, d'un process à l'autre, c'est une information qui est partagée par tous. Il y a aussi une chose importante, c'est qu'il va falloir à un moment donné trouver, je dirais, quels composants vont pouvoir constituer mon produit final. Donc, on a chez ePlan une base de données qui comporte 1 million de composants, on a 304 fabricants, où finalement, chacun des acteurs que vous avez vus tout à l'heure vont pouvoir finalement faire leur marché et prendre le produit. Et ce produit qui est modélisé en 3D, ils vont pouvoir l'intégrer dans leur market numérique, dans leur jumeau numérique, pour à la fin avoir un produit qui est à, je dirais, 100% proche de la réalité de ce que va être le produit final. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour supporter finalement cet échange de communication et d'interaction entre l'écosystème, on a une plateforme qui s'appelle eBuild, où vous allez pouvoir trouver aussi des automatisations de schémas électriques que vous allez pouvoir retrouver en ligne. Vous allez trouver les schémas de Siemens, qui vous parleront tout à l'heure, Eaton, Phoenix Contact, etc. Donc, on a aussi créé en fait une standardisation en fait des schémas électriques afin d'accélérer encore une fois, je dirais, les temps de développement. Pour finir, on a aussi eView. Donc eView, c'est notre plateforme qui va permettre à chacun des acteurs de visualiser concrètement, d'annoter, d'échanger avec les différents acteurs autour du développement. En l'occurrence, là par exemple, c'est un exemple d'une armoire électrique, vont pouvoir partager en fait la donnée entre chacun. Annotation, gradlining, redlining. Donc, je vais passer maintenant la main à Caroline. Ça marche, merci Christophe. Je vais juste prendre quelques minutes de plus pour rentrer justement dans des cas d'usage. Alors, Christophe a plutôt parlé de la donnée numérique, notamment de comment elle circulait, de l'importance du maintien de son intégrité dans le flow global étendu à tout l'écosystème, de sa distribution et des outils de collaboration qui pouvaient permettre de l'exploiter. Moi, je vais descendre en faisant un zoom sur, on va dire, sur la partie bureau d'études et notamment comment les outils bureaux d'études aussi se sont concentrés à générer ces données et à générer les données qui vont permettre d'enrichir le jumeau numérique. Alors, on a deux cas d'application, enfin en tout cas dans cette présentation-là. Tu prends la main, Caroline, avec ta première main? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, ok, super. Et vous voyez mon écran aussi, n'est-ce pas? Oui. Super, ok. Donc, un des cas d'application qu'on voit ici, c'est le jumeau numérique appliqué au tableautier, quand on reprend l'écosystème dont parlait Christophe. Donc, on va avoir une donnée numérisée, donc dans notre contexte ePlan, à la fois liée au schéma, à la fois liée à l'implantation 3D de l'armoire. Et cette donnée, elle va servir justement d'outil collaboratif aussi avec des départements comme la production, avec notamment des tablettes ou des viewers qui vont indiquer au câbleur quel type de fil utiliser, quels sont les embouts et comment câbler physiquement les différentes connexions à l'intérieur de l'armoire. Ça, c'est un des cas d'application du jumeau numérique et qui fait le lien justement entre bureau d'études et production. Un autre cas d'application, si on regarde par exemple le fournisseur de machines, la partie OEM, on va avoir aussi cette possibilité de digitaliser complètement la partie électrique dans la maquette numérique, donc avoir vraiment une description du câblage électrique sur la base de la maquette 3D des mécaniciens. Donc là, on lit aussi plusieurs métiers, BE Elec, automatisme, BE Méca et production et installation. Alors, je prends encore quelques minutes, si c'est bon, Sybille, pour vous, pour vous montrer donc une petite vidéo qui illustre justement ce lien entre la maquette électrique et la maquette mécanique sur un cas d'emploi qui est la machine. Donc, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est ma donnée d'entrée BE Elec. Donc, ça va être dans ce cas-là le schéma électrique avec, par exemple, ici, un départ moteur jusqu'à une armoire de distribution, donc avec le bornier qu'on voit ici, et puis le câble qu'on va pouvoir installer sur la base de la maquette numérique.
La maquette numérique, la voilà. Donc, c'est les données qui sont issues du bureau d'études mécaniques et qu'on va enrichir ou qu'on va électrifier avec les données du schéma. Donc, concrètement, comment ça se passe? On va pouvoir récupérer, comme on a vu tout à l'heure, si un coffret ou une armoire de distribution a été réalisé par le tableautier, ça, ce sont des informations qu'on va pouvoir capitaliser dans la maquette numérique. Capitaliser aussi sur les données des mécaniciens, donc en pouvant intégrer dans cette maquette différentes données natives de différents logiciels du marché. Et puis après, on va installer tout ce qui est composants déportés sur la machine, donc identifier par exemple les moteurs, des capteurs, ça basé sur le schéma électrique. Donc par exemple installer ici, identifier, taguer le moteur sur la machine. Et donc avoir automatiquement, on voit ici ce câble qui vient à l'écran parce qu'on a cette connexion définie dans le schéma entre le bornier et le moteur. Ensuite, à nous de spécifier justement virtuellement sur cette base de maquette numérique quel va être le cheminement de ce câblage sur la machine, en précisant par exemple des supports si c'est nécessaire, des supports pour fixer le câblage mécaniquement. Donc en spécifiant ces chemins de passage et puis en lançant des phases de routage, c'est-à-dire d'affectation du câblage dans ces chemins de passage, avec tout ce que ça entraîne en termes de ségrégation de routage et autres. On peut rajouter aussi tout ce qui va permettre d'habiller ce câblage. Ça peut être des gaines de protection, ça peut être des supports. Et tout ça, en fait, ça enrichit notre maquette numérique et ça va permettre aussi de distribuer l'information, notamment en termes de nomenclature, mais aussi en termes de documents de fabrication. Si, par exemple, on a du câblage spécifique à faire préfabriquer, via ce jumeau numérique, via cette maquette numérique, on va avoir automatiquement l'alias documentaire qui va se générer. Donc, nomenclature de câblage, plan de fabrication, et puis après, différentes stratégies aussi, notamment de visualisation, via des viewers qui vont permettre plutôt sur la partie installation, dans ce cas-là, de partager l'information de la maquette numérique. Autre cas d'application, si on fait un zoom cette fois-ci sur le lien opérateur, fabricant de machine, tableautier, on a vu cette possibilité d'interaction entre le fabricant de machine et le tableautier sur la base de l'armoire qui est ici. Ça veut dire qu'on a aussi des possibilités de distribuer cette information via par exemple les QR codes. Et ça, c'est un autre cas d'application auquel on peut penser à partir du moment où la donnée elle est complètement numérisée. Via le QR code, via une tablette ou un smartphone à la production, on a accès à toutes les données du bureau d'études. Et ça, qu'on soit à la production, qu'on soit en train d'installer la machine, la maintenir ou faire du service après-vente. Donc, on a accès à cette donnée numérique. Donc, là, le jumeau numérique à nouveau du coffret. Mais si je fais un zoom sur un composant en particulier, j'ai accès à toutes les données, dans ce cas-là, électriques qui sont derrière. Et par exemple, avoir un lien direct vers le schéma initial. Donc, ce qu'on va voir ici. Et puis, pour finir, Christophe évoquait le retour d'informations lors de la mise en service ou lors de la maintenance, la possibilité, via ces outils collaboratifs sur la base de la maquette numérique, de rajouter des annotations et de remonter cette information, par exemple, au bureau d'études. Donc, je vais repasser la main à Christophe, si tu veux bien, pour reprendre une minute pour la conclusion. Christophe, votre micro, il est coupé, je pense. Hop. Voilà. Ça va comme ça? Vous m'entendez? On vous entend, mais moi, je ne vois plus votre présentation du coup. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc, en conclusion, je dirais les enjeux et les solutions numériques vont vous permettre d'anticiper les contraintes de terrain, de fabrication, de production, des gains de temps, de qualité. Naturellement,
la virtualisation. Mais s'il y avait un message à retenir, en fait, c'est que la valeur en fait du jumeau numérique, c'est comment vous allez pouvoir lier le monde virtuel au monde réel de façon plus proche. C'est vraiment d'arriver à joindre les deux mondes et pour vous permettre en fait de prendre la bonne décision. Donc le digital twin, le jumeau numérique, c'est aller plus vite et prendre des décisions plus rapides. Vous aider vraiment à simuler, à valider en amont ce que vous allez avoir, je dirais, en opérationnel, en service, pour la suite, je dirais, de vos process de maintenance qui seront nécessaires en fait à l'évolution constante de vos produits. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation. Je vais passer la main à Siemens, je crois. Et je pense qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux pour votre très claire présentation. Donc, je vous rappelle que la session de questions-réponses aura lieu à la fin de ce webinaire. Et donc, maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Luc Lausson pour Siemens. Donc, Luc, si vous voulez bien... Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Merci aussi à l'équipe du CIMOP pour son organisation. Je vais vous partager donc ma présentation. Voilà, que je vais passer en mode présentation. Est-ce que vous voyez bien la présentation en mode présentation, s'il vous plaît? Pas encore tout à fait. On a un écran, on a le mode présentateur qui s'est installé. Alors, départager et repartager peut-être. Oui. Tac. Oui, là on vous a en mode présentation. D'accord. Merci. Ok, très bien. Donc, en ce qui me concerne, donc, on va parler un petit peu de jumeaux numériques, plus particulièrement dans le domaine de l'automatisme. Voilà un petit peu le programme de ma présentation. Donc, je vais en petite introduction, on va voir de quel jumeau on parle, le besoin exprimé lors d'un projet particulier que je vais présenter ici, qu'est-ce qui a été simulé au cours de ce projet, quels ont été les compléments apportés par le jumeau à l'équipe de développement, et enfin, on va s'attarder un petit peu sur les conditions de réussite d'un tel projet. Donc, moi-même, donc Luc Lausson, je fais partie de l'équipe machine-outil de Siemens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que quelqu'un de la machine-outil fait ici? En fait, dans le cadre du projet que je vais vous présenter, c'est un projet d'automatisme de transport de palettes. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quel système d'automatisme. Ce n'est pas précisément un système qui est dédié aux machines d'usinage et aux jumeaux sur base de commandes numériques. Donc, c'est bien plus général. Ça pourrait, par exemple, s'appliquer dans le domaine de l'industrie papetière, au système qui fixe les rouleaux de papier sur une chaîne d'imprimerie, par exemple. Donc, le projet a été réalisé par la société Fives Machining à Capdenac. Donc, c'est une société qui existe depuis un grand nombre d'années, qui est spécialisée dans des grandes machines, notamment, par exemple, pour usiner des ailes d'avion. On a un exemple, mais ils ne sont pas que présents dans ce domaine-là, ils sont présents dans le domaine du naval, ils sont présents dans le domaine de l'énergie, etc. Ce qu'on va présenter ici, c'est le jumeau numérique pour le développement et la mise en service de l'automatisme. On va le voir, ce sera un système de palettes. Donc, ça ne concerne absolument pas les commandes numériques. Hein. J'ai voulu rester dans le domaine, présenter une solution qui pourrait s'appliquer dans des domaines bien plus larges que celui des commandes numériques. Et plus particulièrement dans un îlot de production automatisée Flexible Manufacturing System. Alors, ça, c'est une présentation qui a été faite par le comité digital du CIMOP
en 2020. Et j'ai repris cette présentation parce qu'elle a l'avantage d'exister. Donc, partons d'un existant plutôt que de recréer quelque chose. Donc ici, ce qui a été présenté, en fait, c'est les différentes solutions de jumeaux, du développement de produits jusqu'à la fin, la fourniture d'une solution à un utilisateur. Et on voit au-dessus, sur la ligne, les différentes étapes entre les développements et le transfert du jumeau à l'utilisateur. Donc, la première étape, ça concerne le développement d'un nouveau produit. On va aller chercher dans une bibliothèque de composants, en fait, différents éléments pour développer un jumeau. La deuxième étape, c'est pour l'expérience de vente. Imaginez qu'un commercial d'une entreprise, par exemple d'un constructeur de machines, il souhaite aller vendre ses machines. Donc, soit il va inviter ses clients dans un showroom, histoire de présenter les machines, mais ce sera difficile d'avoir déjà tout son catalogue de machines à présenter. Et deuxièmement, il va vouloir proposer des options sur ces machines à ses clients. Eh bien, la solution d'un jumeau, ça peut être, par exemple, d'avoir un catalogue de machines avec les options et présenter, lors de son échange commercial avec son client, les différentes options qu'il pourra présenter sur telle ou telle machine et par ce biais, présenter les avantages de chaque solution, ce que ça peut apporter ensuite à la production, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, supposons que le client a passé la commande, eh bien, il va falloir commencer à développer la machine chez l'OM. Donc, le développement va consister donc à faire le développement de toute la partie automatisme. Je ne reprends pas ce qui était montré précédemment par les collègues d'Iplan. Ça interviendra aussi dans cette étape-là, pour toute la partie armoire électrique, etc. Et ensuite, les automaticiens, le BE automatisme aura comme volonté de vouloir valider au mieux ces programmes. Ensuite, on passe à l'étape suivante, l'étape numéro 4. Là, c'est tout ce qui peut déjà rentrer dans l'utilisation du jumeau. Ça sera reprendre le jumeau pour d'autres machines, en y ajoutant des options, etc. Préparer le jumeau, enfin plutôt, faire de la formation du jumeau. Ici, c'est déjà d'utiliser un système, par exemple, avant de disposer d'un système mécanique complet, mais pouvoir faire de la formation déjà à la base d'une solution, même si elle n'est pas encore réelle. Pour exemple, notre usine qui fabrique des éléments mécaniques pour la fabrication des moteurs exige maintenant de ses fournisseurs systématiquement de fournir un jumeau des machines qui sont livrées, et cela en amont de la livraison des machines, pour déjà commencer à former les futurs opérateurs sur ces machines et à permettre de développer en fait les programmes d'applications qui seront utilisés sur ces machines. Et ensuite, alors là, j'ai déjà, par cet exemple, je suis déjà passé à la partie numéro 5, où c'est déjà l'utilisateur qui dispose du jumeau, donc il va faire de la formation, il va ensuite, tout au long de la vie de la machine, utiliser ce jumeau pour préparer ses productions, simuler des productions, éventuellement, il va pouvoir, avec cet outil, et intégrer cet outil dans une autre chaîne pour aller vérifier, par exemple, une modification de sa production. S'il a besoin, par exemple, d'augmenter de la production, il va se poser la question s'il a besoin d'une seconde machine, etc. S'il a besoin d'un système automatique de chargement-déchargement, ce type d'option. Alors là, je fais un petit peu, pardon, j'ai oublié un petit mot. J'ai encadré en vert donc la partie que j'allais présenter à l'aide d'un exemple chez un client. Et ici, en fait, je fais un peu un zoom sur le jumeau numéro 3. Alors, ce qui est important quand même, c'est de constater qu'il y a quand même des phases différentes entre le constructeur de la machine et l'utilisateur. L'utilisateur, il va
faire un design de sa pièce, de sa production. Il va vouloir dire, ben, moi, je veux fabriquer demain cette pièce-là. Pour fabriquer cette pièce-là, qu'est-ce que j'aurais besoin comme moyen de production? Et donc, à cette étape-là, il va aller voir faire un appel d'offres. Et donc, la partie qui est en bas de l'écran ici, on décrit un petit peu les différentes étapes qui vont se passer chez le constructeur de la machine. Donc, le constructeur a eu sa commande, il va commencer à faire le concept de la machine, il va faire l'ingénierie, toute la partie mécanique d'une part et la partie automatisme d'autre part. Hein, l'idée de faire un jumeau en automatisme, c'est ici, par exemple, de dire l'automaticien va pouvoir commencer à travailler sur ses programmes automates, sur le développement de tout son automatisme, sans avoir encore, sans pouvoir disposer de la machine réelle, qui est, elle, en phase de construction, en partie chez les sous-traitants, en partie chez ses collègues. Et c'est seulement une fois que toute la machine sera montée qu'il pourra éventuellement disposer certaines heures pour commencer à faire de la mise en service. Ensuite, on passe aux étapes plutôt vers l'utilisateur final. Étape 4, c'est la mise en service, c'est chez l'utilisateur final. Pardon. Et 5, c'est tout ce qui est ensuite la partie maintenance, où le personnel qui sera donc chez le constructeur de machines pourra, à l'aide du jumeau, eh bien, beaucoup mieux comprendre les demandes de son client lorsqu'il n'y a pas de machine, etc. J'insiste un peu plus sur la partie 4, là, parce que, en fait, lorsque la machine elle est en mise en service, supposons que ce soit, comme c'est dans l'exemple que je vais montrer plus tard, à l'étranger. Donc, il y a une équipe de mise en service qui est auprès de la machine et une seconde équipe qui se trouve, encore l'équipe de développement, dans le cas considéré à Capdenac. Eh bien, le jumeau permet de faciliter l'échange entre les gens de mise en service et le personnel qui a réalisé le développement de la machine au niveau de l'automatisme. Je donne un exemple. Les gens en mise en service constatent qu'il y a un oubli à un endroit, qu'il va falloir compléter le programme automate. Ils peuvent le faire à leur niveau et remonter au niveau du développement le besoin et donc transférer le programme automate complété ou corrigé, et les développeurs vont pouvoir prendre en main ce programme, l'intégrer dans leur jumeau et vérifier en fait plus simplement, grâce à la vue 3D, ce qui a été fait sur la machine. Donc, pour le cas considéré, donc, je reviens, c'était à la société FIV à Capdenac. Alors, elle avait déjà créé ce type d'îlot flexible. Simplement, dans le cas considéré, il était assez nouveau dans sa conception par rapport aux demandes de l'utilisateur final. Et donc, les automatismes utilisés étaient aussi différents de ceux qui avaient été utilisés précédemment. Donc, il fallait réécrire complètement le programme automate. Ensuite, l'objectif, c'était, comme je vous l'ai dit, déjà développer en parallèle de la fabrication, parce qu'il faut comprendre, là, dans le cas considéré, c'est des machines très grandes. Donc, la réalisation de la mécanique demande un temps relativement important. D'où le fait que les automaticiens ne veulent pas, si possible, attendre la présence terminée de la machine, de la partie mécanique de la machine. Donc, eux, en partant directement au niveau de l'automatisme, ils ont pu leur programmation déjà en amont de la disponibilité de la machine. Dans le cas considéré, la société Capdenac en fait devait produire pour cet îlot 4 machines. Et évidemment, les trois machines ne pouvaient pas être montées avec l'îlot complet à Capdenac parce que l'atelier n'était pas assez grand. Donc, ils n'ont pu réaliser qu'une partie et tester en réel, si vous voulez, qu'une partie du fonctionnement de l'automatisme. D'où le fait de souhaiter vouloir réaliser, grâce à un jumeau, toute
partie, enfin toute la partie de transfert et de chargement, déchargement du système de palette à l'aide d'un jumeau. Ensuite, il est évident que on dispose d'un jumeau, donc pourquoi ne pas aller plus loin, vérifier les modes de marche, sécuriser l'automatisme en déclenchant des défauts et vérifier que ce qui a été écrit est relativement robuste et permettra à l'exploitant de réagir lorsque, je dis n'importe quoi, un capteur tombe à panne, etc. Donc c'était un petit peu dans cette optique-là aussi de l'utilisation du jumeau. Alors ça, c'est la machine considérée là. Vous voyez en fait ici, ce qui a été simulé, c'est cette partie-là. Donc le système de chargement, déchargement des palettes, le transfert des palettes soit dans les machines, soit sur des postes de stockage. Alors, dans le cas considéré, il faut comprendre qu'une telle palette, avec la pièce mécanique dessus, pèse plusieurs tonnes. Donc c'est un système assez important. Une machine, ici, elle fait de l'ordre de 10 mètres, quoi. Plus de 10 mètres, quoi. Alors, vous voyez qu'une machine, vous allez me dire, mais attendez, une machine d'usinage, c'est autrement plus complexe que cela. Mais ce qui a été le souhait dans ce projet-là, ce n'était pas de simuler dans ce jumeau les machines. L'objectif, ce n'était pas de simuler les machines d'usinage. C'était de simuler le système de transfert de palettes. Et vous voyez ce qu'on voit dans les machines, c'est uniquement la partie de la machine qui échange avec le transfert de palette, c'est-à-dire la partie de la machine qui va réceptionner la palette pour pouvoir transmettre ensuite la pièce à son usinage. Donc il n'y a qu'une seule partie de la machine qui est représentée, uniquement celle qui communique en fait réellement avec le système de transfert de palette. Et puis de même ici, on voit là-haut, c'est la partie de stockage. Il y a un poste de stockage des palettes pour permettre aux équipes de soit mettre un tampon sur ce qui a été produit, soit sur ce qui va être produit. Alors, ce qui a été simulé concrètement, c'est d'abord la partie IHM. Donc, c'est les pupitres de ce système de palettes, de transport de palettes. Ce sont les variateurs, les moteurs et les capteurs qui sont mis en œuvre sur ce système de transfert. Le mouvement des sous-ensembles, par exemple, pour une machine, ce qu'on voit aussi, c'est de manière assez simpliste les portes qui permettent d'ouvrir ou fermer et faire rentrer la palette dans la machine, ces éléments-là. Tout ce qui est partie réception des palettes, les systèmes par exemple en rose là, qui vont réceptionner les palettes dans les machines, le système de réception de la palette au niveau de l'arrivée des nouvelles pièces, là, tout en bas là, avec les escaliers, c'est le poste où les opérateurs vont charger les palettes sur le système de transfert. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la simulation des différents modes de marche, la création de défauts, et enfin, de faciliter les échanges entre, par la suite, l'équipe de développement et les équipes de mise en service, puisque ici, c'était à l'étranger, ce n'était pas en Europe. Avec l'histoire du Covid, ça a été vraiment un avantage parce qu'on pouvait encore moins bien se déplacer qu'habituellement. Alors, j'ai quand même voulu rajouter un petit peu quelques informations complémentaires par rapport à ce projet qui ne sont pas forcément tirées de ce projet-là, mais qui sont assez générales. Lors des échanges qu'on a constatés avec nos clients, en fait, cette notion de jumeaux, et je dirais, a tendance, entre guillemets, à attirer plutôt une équipe plus jeune, quoi. On a vu chez les constructeurs en Allemagne, lorsqu'on les a rencontrés sur les mots, on l'a vu aussi, je l'ai vu moi-même ici chez l'entreprise FIV à Cap-de-Nat. Les jeunes sont plus, par leur appropriation de tous nos outils numériques qui nous entourent. Je pense qu'ils sont peut-être plus à même qu'une personne plus âgée comme moi à rentrer dans ces outils de simulation. Ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est de définir le besoin en amont. Je vais revenir un petit peu sur le schéma précédent. Vous voyez que si on avait voulu ici
ajouter dans le jumeau les commandes numériques. Il aurait fallu développer le jumeau pour chaque système commande numérique, chaque machine. Et ça aurait demandé évidemment un volume de travail beaucoup plus important. Donc on n'aurait plus du tout parlé du même projet. Donc la définition du besoin doit être très précise en amont. Un autre exemple, ici on a simulé par exemple pour le tout système de transport de palettes, les variateurs et les moteurs. Donc si on n'avait pas voulu simuler ça, eh bien ça aurait été aussi plus simple. Dans le cas là, c'était encore bien plus compliqué puisque on n'avait pas dans notre catalogue le jumeau de ces variateurs et moteurs. Donc on a dû rajouter un petit développement pour réaliser le jumeau de ces variateurs et moteurs. Donc il est très clair que en amont du projet, il est extrêmement important de définir exactement ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que je disais là, la partie analyse exhaustive des composants à simuler. Ensuite, on le voit ici, le jumeau a consisté aussi à proposer une solution 3D, donc une représentation 3D de la machine. Qui dit représentation 3D de la machine dit les mécaniciens vont intervenir dans ce développement. Ça veut dire qu'il faut une bonne coopération entre l'équipe automatisme et l'équipe de mécanique. Alors souvent, enfin c'est pas toujours le cas, mais souvent, le manager chapeaute ces deux équipes. Je pense que c'est sans doute le mieux que ces deux équipes fassent partie en gros du même BE, une partie automatisme, une partie mécanique. Ça peut, à mon avis, faciliter la coopération. Et enfin, si on considère la partie de mise en service, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des échanges entre les gens qui sont sur site en train de mettre la machine en service, qui vont éventuellement développer ou ajouter des petits développements qui ont été oubliés parce qu'on ne s'était pas bien rendu compte du besoin du client, etc. Et donc, il va y avoir des échanges entre les équipes sur place pour la mise en service et les équipes de développement. Et là, il est important de parler du même langage, de parler des mêmes, des mêmes versions. Et donc là, l'idée de versionner les échanges entre l'équipe de développement et l'équipe de mise en service est extrêmement important pour éviter de perdre du temps à ce niveau-là. Voilà, j'ai fini pour ma partie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. C'est parfait.